Allez, on termine avec évidemment des tumeurs importantes sur un plan épidémiologique, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de risque de mortalité, les tumeurs thoraciques. Et je suis entouré par le gang des cravatés avec Benjamin Besse et David Planchard. Vous êtes peut-être les deux seuls, je n'ai pas fait attention, mais c'est bien, ça tient chaud, il fait un peu frais en ce mois d'octobre. Benjamin, c'est toi qui commences ? Oui, on y va avec l'immunothérapie dans les cancers bronchiques. On va commencer par le non à petites cellules et l'adjuvant. Je t'avais présenté pour le post-ASCO les résultats de l'étude IMpower 010, qui est la première étude positive en adjuvant et qui a comparé en ouvert, donc sans placebo, un an d'atezolizumab à une surveillance chez un peu plus de 1000 patients atteints d'un cancer bronchique. Le plan statistique est assez complexe avec plusieurs strates. Aujourd'hui, on peut analyser la DFS dans les stades 2 et 3A. Il faudra attendre des données un peu plus mûres pour les stades 1B et pour la survie globale. J'ai entouré SP142, c'est le clone qui a été utilisé pour évaluer PDL1 et stratifier les patients pour la randomisation. Et je l'entoure parce que, alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bénéfice sur la DFS chez les patients opérés pour un stade 2 et 3A. Pas de bénéfice pour PDL1 négatif, pas de bénéfice en cas de pneumonectomie, c'était 15,9% des patients, et pas de bénéfice en cas de mutation EGFR ou de réarrangement ALK, c'est assez classique avec l'immunothérapie. Alors, ce qu'on a appris là, c'est l'effet de l'immunothérapie en fonction de PDL1. Donc, on avait vu les données PDL1 négatif ou positif, donc pas de bénéfice pour PDL1 négatif. Mais par contre, donc PDL1 négatif, pas de nouvelles. Mais par contre, on a la strate du PDL1 intermédiaire à 49% et aucun bénéfice. Mais on évalue PDL1 par le SP263, qui est beaucoup plus sensible que le SP142. Donc c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas ça qui a permis de stratifier. Néanmoins, le bénéfice est uniquement tiré par les plus de 50%. Et la grande question sera, est-ce que je traite les patients avec tumeur opérée et PDL1 de moins de 50%. Un petit note aussi sur les traitements post-récidive et dans le bras surveillance. Seulement la moitié des patients qui reçoivent un traitement systémique reçoivent une immunothérapie. C'est quand même très peu parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment 100% de nos patients qui le reçoivent. Alors, sur la gauche, les courbes DFS et sur la droite, les courbes de l'immunomonothérapie chez les PDL1 fortement positifs, plus de 50% en métastatique, avec un tiers des patients vivant à 5 ans. Ça pose la question, mais comme dans le mélanome, et Caroline en a parlé, est-ce qu'on doit traiter tout de suite en adjuvant ou attendre la récidive? Et est-ce qu'on aura des données de survie globale positives? C'est vraiment une question qui reste ouverte. IMpower 010, c'est le premier d'une série de grands essais adjuvants contre placebo. Et j'espère que ces données poolées nous donneront les informations pour les strates de PDL1 négatif, intermédiaire et haut. Non à petites cellules, immunothérapie en première ligne. On a aujourd'hui 4 options thérapeutiques théoriques. Les 2 qui sont disponibles en France sont les 2 du haut. Pembrolizumab seul, donc on est chez les PD1 de plus de 50%, ou Pembro chimiothérapie. Les 2 du bas sont aux US, chimio Ipinivo à une AMM européenne, mais n'est pas remboursé en France. On a un essai français. Il y a 2 essais au monde qui le traitent. Pour les PD1 plus de 50%, Pembro seul ou chimio Pembro. Et on a eu les données assez intéressantes d'une cohorte où on compare chimiothérapie à immunothérapie seule, à atezolizumab. Et là, on n'utilise pas PDL1 pour sélectionner les patients, mais le tumor mutational burden, donc la quantité totale de mutations retrouvées dans la tumeur, évaluée par un test sanguin. Donc assez pratique, puisque dans le poumon, on a 30% des patients chez lesquels on n'arrive pas à avoir de test moléculaire parce qu'il n'y a pas assez de tissu tumoral. Donc une vraie question. Et une vraie déception parce que, en termes de suivi global, on n'a absolument pas de bénéfice. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le décompte des patients qui ont été screenés avec le test et qui ont été randomisés. Et on sait qu'il faut beaucoup d'ADN tumoral circulant pour pouvoir évaluer le TMB. Et dans cette étude, ceux qui ont été randomisés sont ceux qui avaient un TMB positif, donc ceux qui avaient une grosse masse tumorale. Et d'ailleurs, ça explique des survies globales qui sont
pas fameuse. 10 mois, c'est plus qu'on attend avec un traitement de première ligne. Donc, c'est encore un signe pour dire que l'immunosol, quand on a une grosse masse tumorale potentiellement plus agressive, c'est pas une bonne idée, c'est chimio-immuno la bonne solution. Dans le stade 3, un peu de cocorico quand même, Cécile Lepéchou représente l'étude Lungart, une étude, je vous rappelle, qui randomise une radiothérapie post-opératoire médiastinale après résection des cancers bronchiques N2 positif. Pas de bénéfice sur la survie globale. Et là, on a le type de récidive. Alors, vous voyez, MR, c'est les rechutes médiastinales. Dans le bras, radiothérapie, beaucoup moins de rechutes médiastinales, mais plus de décès. Et c'est la grande surprise de cet essai. Alors, une analyse assez fouillée des causes, des facteurs de risque de décès, en particulier un âge de plus de 72 ans ou une résection incomplète. Aujourd'hui, pas de recommandation de réaliser cette irradiation systématiquement en post-opératoire. Et une toute petite étude de phase 2, mais mignonne, on va dire, puisque on compare le Durva en consolidation après radiochimiothérapie, toujours pour les stades 3, à 2 associations, Durva plus oleclumab, un anticorps anti-CD73, et un NKG2A, le monolizumab, et dans les 2 cas, un signal positif, donc peut-être des prochains doublets en consolidation post-radiochimio. Et puis le cancer bronchique à petites cellules, alors rien de neuf à l'ESMO, mais on a des données consolidées à 3 ans de l'étude qui a comparé chimio à chimio-durvalumab, donc c'est étoposide, cisplatine ou carboplatine dans le cancer bronchique à petites cellules. Ce qui est joli, c'est de voir qu'avec un suivi de 3 ans, on a vraiment un delta de 10% qui se maintient, et dans le petite cellule qui est si agressif, c'est un signal positif. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a probablement que 10% de ces patients qui bénéficient réellement de ce traitement, et PDL1 ne fonctionne pas. Tous les sous-groupes ont un bénéfice, mais PDL1 n'est pas un facteur prédictif. Donc aujourd'hui, on traite tout le monde. Et puis, un petit rappel simplement de l'étude Atlantis. Alors, elle n'était pas à l'ESMO, mais au World, qui était 2 semaines avant l'ESMO, et qui posait quand même la question intéressante de la lurbinectédine en 2e ligne. La lurbinectédine, c'est ce médicament qui a aujourd'hui un accès via une ATU, parce qu'une étude sur près de 100 patients avait montré en 2e ligne une réponse de 32% dans la population résistante à une bithérapie avec platine. Alors ici, les patients sont un poil sélectionnés. Il fallait ne pas récidiver dans les 30 jours après la dernière injection de la première ligne par étoplatine, et on compare topotécan ou cave, très classique dans le bras à contrôle, à doxorubicine plus lurbi. Et on est très déçu que doxo ait été utilisé avec la lurbi, parce que la lurbi là est à 2 mg par mètre carré, alors que dans la TU, et ce qui marche, c'est 3,2 mg. L'étude randomise des patients qui n'ont pas reçu, quasiment pas, à moins de 10%, un anti-PD1, PDL1, donc une étude qu'on va appeler maintenant d'un autre temps, et on est totalement négatif sur la survie globale, donc grosse déception, parce que pas d'accès à ce médicament qui est pourtant une chimiothérapie utile dans ces patients, et j'espère un nouvel essai qui va cette fois comparer le bras standard à la lurbi à une dose normale. Et puis simplement encore un petit cocorico, une étude présentée par Stéphane Champia, l'AMG 757, bispécifique anti-DLL3, qui est aujourd'hui probablement le médicament le plus intéressant dans le cancer bronchique à petites cellules. Super, merci beaucoup. On enchaîne peut-être, et puis on essaiera de discuter tous ensemble. David, à toi, si tu veux bien. Et si la technique peut suivre. Si la technique suit. C'est bon. On va partir sur tout ce qui est thérapie ciblée, non la petite cellule. Juste pour vous rappeler ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, ces portraits moléculaires avec quand même une dizaine, on va dire une quinzaine d'altérations moléculaires potentiellement ciblables. Je vais me focaliser sur 2 altérations moléculaires, la plus fréquente qui est le GFR, et puis l'HUR2 pour vous montrer les avancées thérapeutiques qui ont été montrées à l'ESMO. Première avancée thérapeutique qui pouvait se discuter, on sait que l'osimertinib est le standard thérapeutique de ces patients EGFR mutés dès la première ligne. On peut attendre soit la récidive, et on verra ensuite ce qu'on peut faire derrière, soit on essaye maintenant d'intensifier un petit peu d'emblée et de faire des associations. Une des associations sur lesquelles on a tout un tas de rationnels, c'est d'y associer l'anti-angiogénique qui est le bevacizumab. C'est une étude de phase 2 randomisée, étude japonaise, osimertinib versus aussi plus bevacizumab. Quand on regarde le taux de réponse est tellement bon avec l'osimertinib qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. Vous voyez qu'on était 82 versus 86%.
50%. Objectif qui était de regarder la PFS. Malheureusement, le bevacizumab n'augmente pas la PFS. Et vous voyez, on retrouve les PFS qu'on peut avoir avec l'osimertinib qu'on avait dans l'étude de phase 3 FLORA, qui est de l'ordre de 20 mois, 22 mois avec le bevacizumab, pas de bénéfice sur la PFS. On regarde les analyses de sous-groupes. Il y a 2 sous-groupes potentiellement intéressants si on veut commencer à trier nos patients. C'est les patients fumeurs, anciens fumeurs ou avec un passé historique de tabagisme. Vous voyez qu'à ce moment-là, potentiellement, le bevacizumab apporte un bénéfice avec 32 mois de médiane de PFS. Et puis les délétions de l'exon 19 qui semblent tirer une association du bevacizumab et de l'osimertinib. Ceci étant, il faudra attendre des données. C'est des données de sous-groupe. Attention par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, l'étude est négative malheureusement. Pas de bénéfice non plus sur la survie globale. Donc pour l'instant, pas d'association avec l'osimertinib et le bevacizumab. Et puis la dernière chose, c'est les toxicités sur le plan pulmonaire. Sujet asiatique plus toxique au niveau pulmonaire, avec c'est 18% avec l'osimertinib. Et quand on ajoute le bevacizumab, et bien globalement, ces toxicités pulmonaires tombent à 3%, donc potentiellement un effet protecteur. Donc au final, pas de bénéfice de la combinaison. Peut-être des analyses de sous-groupes intéressantes, sujet fumeur, et puis les délétions de l'exon 19. Et puis enfin, peut-être un effet protecteur sur les toxicités pulmonaires dans le cadre de cette étude. Si on ne fait pas de la première ligne de l'intensification, derrière, quid des patients à résistance? Il y a une drogue qui est en train de sortir du lot, c'est l'anticorps bispécifique, l'amivantamab, qui bloque le GFR, qui bloque MET et qui est associé plus ou moins avec le lazertinib. Je vais vous montrer 2 résultats d'études. La première étude, qui est l'étude Crystalis, avec différentes cohortes des patients préexposés à l'osimertinib. Et il y avait 2 façons de voir les choses. Soit la façon simplement de les exposer à l'anticorps bispécifique, l'amivantamab monothérapie, chez les patients plutôt bien sélectionnés sur le plan moléculaire, avec des mécanismes de résistance de l'EGFR et de MET, soit de faire la combinaison amivantamab plus le lazertinib, qui est une espèce d'osimertinib-like, et pour lequel les sujets à ce moment-là sont moins sélectionnés sur les mécanismes de résistance de l'EGFR ou de MET. Quand on regarde les patients qui étaient préexposés, on voit qu'il y avait moins de lignes thérapeutiques amivantamab-lazertinib que dans le groupe qui avait reçu que l'amivantamab. Et quand on regarde les portraits moléculaires à résistance, vous voyez que 85% des patients avaient une altération de la voie EGFR ou de la voie MET à résistance quand ils étaient exposés à l'amivantamab. En termes de données, taux de réponse, amivantamab 19%, on voit qu'on fait mieux avec l'association en maintenant un inhibiteur de 3e génération, 36% amivantamab plus lazertinib. On regarde ensuite la durée objective de réponse et on voit qu'aussi, vous voyez, au-delà des 6 mois, 69% des patients en réponse quand ils ont reçu la bithérapie, amivantamab plus lazertinib, amivantamab seul, simplement, on va dire 39% au-delà des 6 mois. Donc à ce jour, amivantamab plus lazertinib fait mieux. Il faut maintenir une pression sur les mutations de l'EGFR chez ces patients post-osimertinib. Et puis enfin, des profils de toxicité. On a ces toxicités notamment à la première infusion de l'amivantamab, des réactions un petit peu immunoallergiques ensuite qui ont tendance à passer, qui ne bloquent pas, on va dire, la reprise du traitement, puisque ça se fait sur 2 jours sur le premier cycle de traitement. Et vous voyez que globalement, que les patients aient reçu l'amivantamab ou lazertinib en association, on a les mêmes taux d'incidence en termes de toxicité, et puis également en termes de toxicité sur le plan cutané ou digestif, donc qui est principalement lié à l'amivantamab, lazertinib, qui est cette 3e génération de l'EGFR, qui reste globalement très bien tolérée. Deuxième cohorte de population qui était la Chrysalis 2, des patients un peu plus pré-traités qui avaient reçu de l'osimertinib et de la chimiothérapie. De nouveau 2 cohortes. Il y avait la cohorte chez les patients qui avaient reçu 3 à 4 lignes de traitement, qui étaient aussi assez ciblés sur le plan moléculaire, et puis une autre cohorte de patients lourdement pré-traités pour lequel il n'y avait pas de restriction en termes de nombre de lignes thérapeutiques de TKI et de lignes de chimiothérapie. Quand on regarde un petit peu, vous voyez le pourcentage de patients au-delà des 4 lignes thérapeutiques dans le bras des lourdement pré-traités, 70% au-delà des 4 lignes thérapeutiques, c'est quand même important chez ces patients EGFR mutés. Et puis dans le bras qui était un petit peu plus ciblé, chimio-osimertinib, vous voyez que c'était 5% au-delà des 4 lignes thérapeutiques. En termes de taux de réponse, de nouveau une association qui marche plutôt très bien post-osimertinib et chimiothérapie. Vous voyez que chez les lourdement pré-traités, 21% de taux de réponse, et chez les patients avec un petit peu moins de lignes thérapeutiques, on est à 41% de taux de réponse. Donc véritablement, potentiellement, une option thérapeutique chez ces patients pour lesquels on est hors des standards thérapeutiques post-osimertinib et post-chimiothérapie.
suivi donc véritablement à suivre chez les patients EGFR mutés. On move chez les patients avec une altération au niveau d'HER2. Ça devient une vraie nouvelle cible sur le plan thérapeutique du cancer du poumon. On a ces TKI anti-HER2 chez les patients avec une insertion de l'exon 20 sur la HER2, Poziotinib qui avait été testé déjà en deuxième ligne thérapeutique, et puis là nous ont été montrées les données en première ligne thérapeutique dans le cadre de l'étude Zénith. Pour vous rappeler, chez les patients pré-traités, 35% de taux de réponse, ceci étant une drogue assez toxique en termes de toxicité digestive, toxicité cutanée. Vous voyez que les interruptions, c'est 87%, 78% de diminution de dose. Les données en première ligne chez les patients non pré-traités, HER2 exon 20 insertion. De nouveau, des données plutôt intéressantes avec 43% de taux de réponse. Quand on regarde en termes de médiane de PFS, c'est aussi efficace, 5,6 mois en termes de médiane de PFS et durée objective de réponse, 5,4 mois. Ceci étant, de nouveau de la toxicité, vous voyez 83% de toxicité digestive, interruption de dose 88%, diminution de dose 77%. On est à 16 mg en une fois. Il y a une étude qui fait du 8 mg en deux fois en espérant qu'on soit moins toxique et aussi efficace pour que ça passe en pratique clinique. Et puis enfin, ce qui change vraiment la donne, c'est les ADC, donc ces anticorps conjugués, notamment le trastuzumab deruxtecan. On avait des études préliminaires de l'étude Destiny Lung 1 chez les patients de nouveau HER2 mutés, étude qui était sur 42 patients. Il y a une addition de patients, on est à 91 patients. Les données ont été montrées à l'ESMO qui confirment un taux de réponse jamais inégalé dans le cadre du cancer du poumon muté HER2, quasiment 55% de taux de réponse. Et puis vous voyez en dessous du waterfall plot des petits diagrammes qui vous montrent le bénéfice de la drogue, quelles que soient les altérations de la HER2, la présence ou non d'une hyperexpression de la protéine, d'une amplification d'HER2, et aussi des patients qui avaient été préexposés à un inhibiteur tyrosine kinase d'HER2. De nouveau, cet ADC marche très bien. Durée objective de réponse jamais inégalée chez ces patients mutés HER2, 9,3 mois. Et ce qui se confirme sur la PFS, 8,2 mois. Donc vraiment, ça se place comme un nouveau standard thérapeutique potentiellement chez ces patients HER2 mutés. Ce qui confirme sur la survie globale, c'est typiquement les survies qu'on avait avec les inhibiteurs de GFR de première génération, erlotinib, gefetinib, avec des durées de survie de l'ordre de 18 mois. Vous voyez, donc c'est très joli et assez impressionnant en termes d'efficacité. Toxicité qu'on va retrouver essentiellement comme on retrouve avec des toxicités un petit peu proches de la chimiothérapie. Il faut être prudent sur les toxicités au niveau pulmonaire. Il y a à peu près 25% de pneumopathie interstitielle. C'est essentiellement des grades 1-2, mais un profil de tolérance qui est lié à ce type d'ADC de toxicité pulmonaire un peu plus important que ce qu'on avait sur les données préliminaires. Il y a aujourd'hui une étude qui essaye de regarder à une dose un petit peu inférieure, ce qui est utilisé dans le cadre du cancer du sein. On est à 5,4 mg par kilo, en espérant qu'on ait un tout petit peu moins de toxicité sur le plan pulmonaire. Donc véritablement, ça va se placer comme un nouveau standard thérapeutique, va se positionner et en tout cas va se discuter l'accès au marché, une drogue qui va être labellisée aux États-Unis, plus difficile pour l'instant en Europe sans avoir d'études randomisées, et ce qui a donné une publication de le New England Journal of Medicine de façon concomitante à l'ESMO, donc qui montre l'importance de cette drogue et de cet ADC. Et puis enfin, je terminerai, on est dans la famille des ADC, c'est vrai, une vraie classe thérapeutique en train de révolutionner de nouveau la prise en charge du cancer du poumon non la petite cellule, avec l'ADC qui est le datopotamab deruxtecan, même pilote qu'avec le trastuzumab deruxtecan. Cette fois-ci, on est sur un anti-TROP2 qui est surexprimé dans un grand pourcentage de cellules tumorales des non-petites cellules et également des patients avec un driver oncogénique. On avait des études de phase 1, différentes populations. Ils se sont focalisés chez les patients qui avaient une altération moléculaire, 34 patients avec altération moléculaire. Vous voyez que dans le cadre de ces données, il y avait essentiellement des EGFR, mais aussi des ALK, des ROS1, des RET, qui étaient lourdement pré-traités. 82% des patients avaient reçu au moins ou égale 3 lignes thérapeutiques, thérapie ciblée. Quand on regarde en termes de taux de réponse avec cet ADC, on est à 35% de taux de réponse, médiane de durée objective de réponse, 9,5 mois. Et de nouveau, si on regarde en fonction des altérations moléculaires, mécanismes de résistance, notamment chez les EGFR, la plupart des patients qui avaient été préexposés à l'osimertinib, vous voyez qu'on n'a pas de sélection sur le plan moléculaire pour cet anti-TROP2, 35% de taux de réponse et une belle durée objective de réponse. Profil de tolérance qui est plutôt bonne,
essentiellement des toxicités de nouveau, comme on va voir un petit peu avec de la chimiothérapie, toxicité sur le plan digestif. Donc c'est véritablement quelque chose qu'il va falloir confirmer avec une étude qui est en train d'être menée chez les patients, altération moléculaire avec cet ADC anti-TROP2, quel que soit le profil mutationnel chez les patients non à petite cellule. Donc simplement pour conclure assez vite, vous voyez que l'association Beva-osimertinib première ligne ne montre pas de bénéfice sur la PFS, sur la survie. Il faut vraiment suivre l'association amivantamab-lazertinib qui va devenir un nouveau standard, une nouvelle option thérapeutique post-osimertinib, les exons 20, posiotinib potentiellement, mais la toxicité. Et chez les patients HER2, l'ADC avec le trastuzumab deruxtecan, oui, va devenir une nouvelle option. La problématique de l'accès au marché. Et puis l'ADC anti-TROP2 aussi, pour lequel on va attendre des données de confirmation, mais très encourageant chez ces patients avec altération moléculaire, ce qui donne de nouveau potentiellement une ligne thérapeutique chez les patients avec un driver oncogénique. Donc vous voyez, ça bouge encore énormément, cancer du poumon avec altération moléculaire. Merci beaucoup David. Oui, effectivement, belle panoplie encore à cet ESMO. Peut-être une question pour revenir à l'immuno. Je n'ai pas vu un certain essai de vaccin. Oui, on a présenté, Gustave aussi était premier auteur, un essai avec une vaccination et essai de phase 3, un vaccin, le OSE-2101 ou Tedopi, qui cible 9 épitopes et qui, après chimio-immuno, où on n'a que le docétaxel, on se compare au docétaxel et quand on reçoit une chimio puis une immuno et qu'on a un bénéfice sur l'immuno, on a un bénéfice en survie globale sur le vaccin, mais l'essai s'est arrêté à peu près 200 patients sur 400 parce qu'on a vacciné Covid et qu'on ne pouvait plus mener un essai de vaccination avec plusieurs vaccins Covid. Et il y aura un revival, tu crois, ou non? Peut-être, et peut-être plus précocement dans la prise en charge. Ok, bravo. Peut-être, comme tout à l'heure, un peu de teasing, si vous pouvez, si vous voulez bien. Pour l'année 2022 qui nous attend dans pas trop longtemps, qu'est-ce que vous attendez potentiellement comme études marquantes qui devraient maturer à ce moment-là? Pour les thérapies ciblées, par exemple? Sur les thérapies ciblées, globalement, sur les grandes études de phase 3, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait des nouvelles données sur 2022. On va avoir beaucoup d'études de cohorte comme ça, de phase 2, c'est des patients présélectionnés, pré-traités. Je pense que les ADC vont continuer à percer, non seulement chez les EGFR, les HUR2, les EGFR potentiellement, les anti-TROP2. Il va falloir suivre les anti-HUR3 avec la datopotamab deruxtecan qui, de nouveau, post-inhibition de l'EGFR, montre des très belles données. Et puis, on espère que sur des altérations un petit peu plus rares, peut-être sur les RET, etc. Il y a des études de phase 3, mais on va être un petit peu mature, enfin probablement trop préliminaire sur 2022, probablement sur 2023 pour un petit peu plus de données sur les études randomisées. Peut-être simplement le Caras G12C avec le sotorazib qui est comparé en phase 3 contre docétaxel qui devrait sortir, je pense, l'année prochaine. On devrait, effectivement. On espère une AMM. Côté immuno, surtout des essais adjuvants. Les autres, et puis peut-être les essais avec les anti-TIGIT, beaucoup de phase 3 en cours, en particulier dans l'épidémie positif. Ok, bon, on va regarder tout ça avec attention. Merci encore au gang des cravatés. Je crois qu'on a fini notre soirée. Merci à tous et toutes, à celles et ceux qui êtes dans la salle, mais également à celles et ceux qui êtes à distance. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce post-ESMO 2021 en replay à la demande. Je voudrais remercier les sponsors. Je ne sais pas si on peut avoir leur liste à l'écran. Ça serait après, ça sera après, vous attendrez pour que leur nom soit révélé. Mais en tout cas, je voudrais vraiment les remercier parce que ça nous aide beaucoup. Et encore, merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.